Uruguay, été 1930. 4 équipes européennes seulement, dont l'équipe de France, traversent l'Atlantique à l'occasion d'un événement qui va se dérouler dans une relative indifférence, la première Coupe du monde de football. Pour les Uruguayens qui en sont les organisateurs et qui de plus fêtent le centenaire de leur indépendance, c'est une autre affaire. 100 000 personnes emplissent le stade flambant neuf de Montevideo. La liturgie sportive peut commencer. Au XXe siècle, en effet, le sport n'est plus seulement un jeu. Il devient une affaire d'argent et de chauvinisme. Derrière l'excitation des spectateurs se dessinent les ambitions politiques et les enjeux financiers. Aux Jeux Olympiques de Paris en 1900 et à Londres en 1908, le sport est encore à l'âge de l'innocence. Lorsqu'aux Olympiades de Londres, le leader du marathon, épuisé, titube et s'effondre avant de franchir la ligne, les officiels compatissants le relèvent et l'aident à couper le fil. Tout cela restait dans l'esprit du Français Pierre de Coubertin, le créateur de l'olympisme moderne. Ses principes, participer à la compétition pour la beauté morale du geste sportif et non pour la victoire ou pour le profit matériel. Le rêve de Coubertin s'était réalisé avec les Jeux d'Athènes en 1896. Les femmes ont enfin le droit de concourir. Pas dans toutes les disciplines. Ainsi, le tir à l'arc leur est ouvert parce qu'il ne présente aucun risque de contact corporel. Le sport olympique reste encore un loisir d'amateurs fortunés et doués, peu importe le nombre de spectateurs dans les tribunes. Mais au paradis de l'esprit sportif, la morale n'est pas toujours au rendez-vous. Déjà des affrontements moins courtois se dessinent. À l'épreuve de tir à la corde, les Américains accusent les Anglais de tricher parce qu'ils ont mis des chaussures à crampons. Ces Jeux de 1908 sont les premiers où les concurrents s'alignent sous les couleurs de leur pays et non plus à titre individuel. L'esprit de compétition, le désir de gagner et le professionnalisme transformeront bientôt l'idéal sportif. Le Tour de France ne vous déplaise, voir 40 ans sur des vélos. Les cyclistes sont les premiers à sauter le pas. À travers toute l'Europe continentale, le vélo déchaîne les passions, jusque dans les plus petits villages. Le cyclisme a déjà son épreuve reine, le Tour de France, lancé au début du siècle par Henri Desgranges et le journal L'Auto. Le Tour devient le rendez-vous des champions. Le nombre de participants et celui des spectateurs, ils sont plusieurs millions dès avant 1914, grandissent aussi vite que le montant des prix accordés aux vainqueurs. Le tennis est un sport plus élitiste, mais il n'en connaît pas moins ses passionnés et ses stars. La première, célèbre jusqu'en Amérique, est la Française Suzanne Lenglen. À 20 ans, elle s'impose comme le numéro 1 mondial. À Wimbledon, il y a tant de spectateurs pour l'applaudir qu'elle doit jouer tous ses matchs sur le court central. Par l'élégance de son jeu et le charme de ses gestes, Suzanne Lenglen ajoute une touche nouvelle au sport moderne, la grâce. Invincible sur le court, elle semble fragile dès qu'elle le quitte. Cela ne fait que renforcer l'affection du public. Elle est la première joueuse à toucher 50 000 $ pour une tournée aux États-Unis. Mais le succès reste encore à la portée des amateurs. En septembre 1927, les Mousquetaires, Jean Borotra, Toto Brugnon, Henri Cochet et René Lacoste remportent la Coupe Davis, qu'ils ont arrachée aux Américains. La Coupe Davis, c'est l'épreuve par équipe nationale la plus prestigieuse du calendrier tennistique. Pour défendre le célèbre saladier, les Français construisent le stade Roland-Garros et imposent leur surface de jeu favorite, la terre battue. Avec 5 victoires consécutives, les Mousquetaires font du stade d'Auteuil l'équivalent du temple du tennis, Wimbledon. La boxe est la première discipline où les événements sportifs sont déterminés par leur intérêt commercial.
Dès 1921, le combat des deux mondes entre l'Américain Jack Dempsey, obscur employé de bar, et le Français Georges Carpentier, héros de la Grande Guerre, déchaîne les passions financières. Le promoteur Tex Rickard réussit à trouver des commanditaires qui mettent sur la table le chiffre incroyable de 500 000 $ pour le titre de champion mondial des poids lourds. Aucun stade n'était assez grand pour accueillir le nombre de spectateurs nécessaires pour couvrir les frais du match. Rickard en fait construire un dans le New Jersey pour cette seule occasion. Il mobilise la presse comme personne n'avait songé à le faire auparavant. Ce sont les journalistes qui, à force de superlatifs, inventent le combat du siècle. Les spectateurs sont si nombreux que l'on affrète des trains spéciaux pour les amener sur le lieu du match. Parmi eux, un commis boucher du quartier, Joe Liguori, qui avait alors 12 ans. 2 semaines auparavant, mon patron avait promis de m'emmener voir le combat. Ça m'excitait beaucoup. Vous comprenez, à mon âge, je n'avais jamais vu un combat. Tout ce battage et toute cette promotion publicitaire ont payé. Le prix du billet d'entrée grimpe jusqu'à 50 $. Ils attendaient la foule et ils n'ont pas été déçus. Le stade était plein à craquer. Les gens disaient « Mon Dieu, si ce truc s'écroule, ça sera une catastrophe. » 90 000 personnes dans un stade en bois. À chaque fois que la foule se levait pour applaudir, tout se mettait à trembler. Le combat du siècle fut peut-être un grand spectacle. En tout cas, il fut bref. Au 4e round, Carpentier est mis KO. Le lancement du combat Carpentier-Dempsey préfigurait ce que serait le sport de masse. Des centaines de milliers de dollars mis en jeu et un spectacle suffisamment fort pour attirer des milliers de gens dans un stade. Avec un héros parti de rien pour conquérir gloire et fortune, la boucle était bouclée. On nageait en plein rêve américain. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les idoles des Européens sont les joueurs de football. Riches ou pauvres, ouvriers ou médecins, catholiques ou protestants, chacun a son équipe fétiche. Chaque samedi, la cérémonie du foot est le temps fort de la semaine. En Angleterre, on compte ainsi plus de 80 équipes professionnelles contre une poignée avant-guerre. Le football fait dorénavant partie de la vie quotidienne des citoyens. Billy O'Donnell est un supporter de Liverpool. À Liverpool, il y a toujours eu le football et rien d'autre. On attendait le samedi avec impatience. L'ouvrier, s'il avait du travail, devait avoir une montre. Il prenait sa demi-journée du samedi, déjeunait et s'il avait eu 1 ou 2 livres, il rencontrait ses amis au pub. Soit il y allait à pied, soit il prenait le tram, pour arriver vers 3h moins le quart, à temps pour le coup d'envoi. L'équivalent français de Liverpool, ce sont les clubs de l'Olympique lillois, le Racing et l'Olympique de Marseille. Moi, j'allais pas sous mon match, je jouais, moi. Je jouais au stade d'Anguin-Hermont. On a été éliminé en 1932 en 16e de finale par l'Olympique de Marseille, 2-0. Le journal de Marseille avait dit
demain, les ténors rencontrent des tocards. Et puis le lendemain, ils ont dit, on n'a pas vu de ténors, mais on n'a pas vu non plus de tocards. On avait quand même une bonne équipe aussi. Il y avait déjà des supporters. Ils étaient déjà bruyants, chauvins. Nous, on faisait à peu près 1 millier de personnes qui venaient au match. L'esprit de corps qui anime les supporters relève d'un sentiment presque tribal. Les petites villes font bloc avec leurs clubs et dans les grandes comme Manchester et Liverpool, les rivalités entre équipes de quartier suscitent des affrontements passionnés. Quel que soit le temps, les supporters des deux camps s'entassent sur des tribunes découvertes où les places assises sont rares. Le club s'occupe de récolter des abonnements sans se soucier du confort des spectateurs. L'essentiel n'est-il pas d'être au plus près des joueurs? Jean Sautel faisait partie de l'Olympique de Marseille en 1935. Tous les joueurs ont besoin du public, comme le public a besoin de voir évoluer sur le terrain des joueurs avec de grandes qualités, que ce soit des qualités physiques, des qualités techniques. Vous en avez qui se signalent par des dribbles époustouflants, d'autres par des shoots sensationnels. Alors on est obligé de jouer justement pour donner satisfaction au public qui vous encourage et qui paye pour voir quand même du spectacle. Sidney Garner est supporter de West Ham, l'un des 11 clubs londoniens. On achetait des écharpes aux couleurs de West Ham. Partout où ils partaient jouer, on les suivait et on s'habillait comme ça. Et une des chansons qu'on chantait, c'était la chanson fétiche de West Ham. Je fais toujours des bulles. Ça donnait ça. Je fais toujours des bulles. De jolies bulles dans les airs. Elles volent si haut qu'elles atteignent presque le ciel. Elles sont comme mes rêves qui s'évanouissent et meurent. La fortune se cache. Je l'ai cherchée partout. Je fais toujours des bulles, de jolies bulles dans les airs. Pretty bubbles in the air. C'est marrant, non? En 1923, l'équipe de Garner affronte Bolton Wanderers en finale de la Coupe d'Angleterre. Pour l'occasion, on inaugure le nouveau stade de Wembley. L'engouement du public a en effet conduit à porter la capacité du stade au chiffre jugé extravagant de 127 000 places. Les ingénieurs testent la résistance des tribunes avec des sacs de sable. Puis ils convoquent des armées d'ouvriers qui, entassés sur les gradins, sont chargés de reproduire les trépidations, les chocs et les mouvements d'une foule en délire. Wembley, en ce jour de finale, se révèle trop petit. 200 000 passionnés prennent d'assaut le stade, et parmi eux Sidney Garner, convaincu qu'il aura sa place dans l'enceinte magique. Quand nous sommes arrivés à Wembley, on a été vers les entrées principales. Et il y avait vraiment des milliers et des milliers de personnes. Puis on les a entendus dire qu'ils avaient fermé les portes. Et tout d'un coup, il y a eu une grosse poussée par derrière et les clôtures ont cédé. Les gens sautaient littéralement par-dessus les barrières. Il y en a plein qui sont tombés et se sont fait piétiner. Un de mes copains a presque étouffé. Il avait une cravate et elle s'est coincée dans un tourniquet ou autre chose. Il est tombé et la foule poussait et il étouffait. Heureusement, sa cravate a cédé. Les barrières cèdent. La foule fait irruption sur la pelouse.
Pour que le match puisse commencer, on doit faire donner la police montée qui refoule le public au-delà de la ligne de touche. Démonstration éclatante de la popularité du football, mais aussi de la folie que peut engendrer la passion du sport. L'engouement est démultiplié par le succès de la radio. Pour permettre aux auditeurs de suivre les matchs à distance, la BBC a l'idée de diviser le terrain en quadrilatères numérotés. Ce plan est dûment reproduit dans les suppléments radio des quotidiens. Raison supplémentaire de s'intéresser de près aux résultats, le sport est un moyen de gagner de l'argent. Les paris sur les matchs font la fortune des bookmakers. By far, England's newest and most lucrative business is the gambling on the matches. Weekly, 3 million Britishers take sixpenny chances on their ability to pick the winners. As thousands of people find that with only enough money for a postage stamp in their pockets, they can still take a little flyer on credit, the industry grows by leaps and bounds. Even the government profits by an institution it had tried to discourage, as post office receipts boom under an unprecedented flood of money orders. Hundreds of tons of mail a day. Le baseball est aux États-Unis le pendant du football en Europe. Tout au long de l'année, journaux, revues et radios spécialisées entretiennent une passion qui culmine avec la finale annuelle du Super Bowl. Les premières équipes professionnelles sont apparues à la fin des années 1870. Dans les années 20, pour augmenter encore l'affluence, les propriétaires d'équipes tentent d'attirer les femmes au stade. Ils essayaient d'intéresser les femmes au baseball et ils ont réussi. Je trouvais l'atmosphère des matchs très excitante. C'était très amusant de les encourager, on pouvait dire presque tout ce qu'on voulait. On n'entendait jamais rien de très vulgaire. À la rigueur, on traitait l'arbitre de pauvre type. Anna Freund et sa sœur ont grandi à 2 pas du Yankee Stadium de New York. On aimait mieux aller au match qu'au cinéma. C'est comme ça qu'on nous punissait. Quand on nous disait « tu n'as pas le droit d'aller au match », c'était terrible. Ce qui fait recette et amène au stade de nouveaux spectateurs, ce sont les champions capables des coups les plus spectaculaires. Lorsqu'un joueur expédie la balle à l'autre bout du stade et parvient à faire un tour complet du terrain, marquant ainsi un maximum de points, c'est le délire dans le public. Les clubs n'hésitent pas à remplacer les balles traditionnelles par des balles plus dures, afin d'en augmenter la portée et de multiplier ainsi les coups d'éclat des champions. Il faut du spectacle à tout prix. Un homme incarne ces batteurs de légende. On se raconte ses points et ses séries impressionnantes de home run. Son nom, Babe Ruth. Not a player in the land who can hit a ball like Babe Ruth can. If 2 men are on base, don't throw near the plate, for if you do, he'll knock it about a mile. And if the pitcher throws one across the plate, he's a home run guy with a smile. Ruth, here's your contract for $80,000 for 2 years. Will you kindly sign your name? All right, Colonel. Babe Ruth, c'est l'orphelin qui serre la main aux grands de ce monde et qui gagne plus d'argent qu'eux. Le plus célèbre des héros de ce premier âge du sport moderne, aux États-Unis. Il a beau être noceur et buveur, ses fans ne lui en tiennent pas rigueur. Seul compte la magie du swing. Guy Lapébie, lorsqu'il gagne en 1935 le Grand Prix des 5 Nations, est lui aussi porté par l'enthousiasme des spectateurs. Les encouragements sur la route,
On vit ça de très très près parce que on essaie toujours d'être dans le peloton de tête et donc on est animé par le désir de vaincre et sur la piste alors il faut emballer le public, il faut faire du spectacle, il faut avoir une petite gueule à part pour quand je courais à Paris par exemple. Les titis parisiens là, ils sont très très connaisseurs et celui qui fait du spectacle, il a quand même la chance d'être un peu plus populaire que les autres, quoi. Mais il faut payer de sa personne, quoi. Guy Lapébie est vainqueur avec 89 points. Il a parcouru les 100 km du circuit en 2 heures, 37 minutes, 42 secondes, un cinquième. Pour Guy Lapébie, comme pour des millions de Français, le rendez-vous annuel du cyclisme reste le Tour de France. Ils avaient vraiment une allure formidable. Il y avait de la poussière à l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées, alors ils étaient remplis de poussière et puis des grosses lunettes. Et ils avaient des boyaux autour du cou, tout ça, ils avaient vraiment une gueule formidable. En montagne, je suis allé aussi les voir. Là, alors c'était un grand spectacle parce que la durée d'un col comme l'Aubisque ou le Tourmalet, ça durait presque toute la matinée. Et les routes étant très mauvaises. Ils avaient un gros matériel qui était lourd, tout ça. Enfin, ils s'envoyaient à misère, là. Et alors, quand il pleuvait, ils s'enfonçaient dans la poussière, tout ça, dans la boue. Quel métier, là. Oh là là. Mais enfin, on aimait ça, quoi. Hein. On s'amusait à pousser les derniers pour les encourager un petit peu, parce qu'il y en a qui étaient passés une demi-heure avant, à l'époque. Hein. Les gars avaient vraiment des gueules de géants de la route, quoi. Chaque pays construit son panthéon sportif. Peu importe que les champions soient professionnels ou amateurs, ils expriment par leur style quelque chose de l'âme nationale. Pour les Britanniques, aucun doute. Jack Hobbs, le numéro 1 des joueurs de cricket, est un dieu. La meilleure façon de célébrer le culte des dieux du cricket, c'est de collectionner les images qui sont vendues avec les paquets de cigarettes. Les marques de tabac n'hésitent pas en effet à exploiter la passion du sport pour multiplier leurs ventes. Par mimétisme, les colonies adoptent les sports de leurs colonisateurs. Ainsi, le cricket est-il pratiqué à travers tout l'Empire britannique jusqu'aux Indes et aux Caraïbes. En Australie, il devient même une institution. Entre métropole et colonie, tous les coups sont bientôt permis. Seul compte la victoire. Lors d'une série de test matchs, un joueur n'hésite pas à utiliser des moyens contestables pour dérouter l'adversaire. Saturday, the 15th of January 1933, in the third test match between England and Australia, the record crowd of 50,962 cricket fans yelled "Blue Murder." The bodyline balloon exploded. MCC skipper Douglas Jardine brought his 3 big guns, Larwood, Allen and Bose, to bear on the Australian batsmen. They dropped them short on the leg stump, Larwood hurtling the ball down at 90 miles an hour.
Ce qui choque les spectateurs, c'est que l'Anglais cherche à atteindre l'Australien au lieu de jouer à la régulière. It was hit or get hit, and Australia's captain, Billy Woodfull, got hit. Le football soulève des passions identiques. Mais à l'échelle de la planète cette fois, car le foot est le premier et le seul sport véritablement mondial. En Europe, les journaux spécialisés tirent déjà à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Les grandes entreprises s'intéressent aux joueurs. En 1929, Peugeot décide ainsi de monter à Sochaux une équipe capable de rivaliser avec les Anglais. Les grandes villes ont leurs clubs vedettes comme l'Inter et la Juventus à Turin, ou Lille, l'OM et le Racing qui se disputent le championnat français. En Suisse, ce sont plus de 200 stades qui ont pu être construits. En Amérique du Sud, le chauvinisme footballistique alimente la passion nationaliste. Tout commence en Uruguay, petit pays de 2 millions d'habitants qui doit sa prospérité au commerce de la viande et au transport frigorifique. Lorsque les Anglais viennent y construire les premières lignes de chemin de fer, ils y apportent le football. Les enfants des Anglais avaient apporté les premiers ballons, des chaussures et des tenues. C'était nouveau. Les gens appelaient ça le sport de ces fous d'Anglais. Parce qu'ils portaient des shorts. C'était très étrange, ces shorts. Les enfants du pays les regardaient, et puis ils ont commencé à imiter les joueurs. Ils ont commencé à penser qu'ils pouvaient faire mieux. Diego Lucero s'exerce au football dès son enfance, avant de passer professionnel. En 20 ans, le football conquiert l'Amérique du Sud. Il suscite aussitôt d'ardentes rivalités entre peuples voisins, particulièrement en Uruguay, qui vit dans l'ombre de la puissante Argentine. Les matchs opposant l'Argentine et l'Uruguay étaient l'occasion de grands rassemblements. Les femmes s'y rendaient en grande toilette. Il y avait le président de la République, les ministres. C'était un véritable événement diplomatique. Les Européens savent peu de choses de l'Amérique latine et encore moins de l'Uruguay. D'où leur surprise de voir les footballeurs uruguayens gagner à 2 reprises la médaille d'or olympique. Dans les années 20, la cohésion nationale des Uruguayens fluctue au gré des résultats de l'équipe. Ça apportait de l'honneur et de l'argent au pays. Dans le monde entier, les gens ont commencé à regarder leur map monde pour voir où se trouvait l'Uruguay. Il n'y a aucun doute, ce qu'ont fait les footballeurs a été bénéfique pour le pays. On imagine donc l'enthousiasme de la population quand, en 1930, l'Uruguay obtient l'organisation de la première Coupe du monde de football, une idée lancée par le Français Jules Rimet, président de la Fédération internationale. Les Uruguayens, comme les autres, n'ont rien de plus pressé que d'édifier un nouveau stade. Les Anglais, qui se considèrent comme les inventeurs du football moderne, ne daignent pas participer. En revanche, les équipes de 13 pays différents se présentent dans le stade de Montevideo. Les favoris sont les Argentins qui se sont autoproclamés champions du monde après avoir battu les Uruguayens peu avant le début de la Coupe. L'Uruguayen Ondino Vieira, devenu par la suite entraîneur, se souvient encore de l'humiliation provoquée par l'arrogance des Argentins. C'était une déclaration de guerre. La Coupe était devenue une guerre psychologique entre l'Uruguay et l'Argentine.
Ça a été jusqu'à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. La tension atteint son paroxysme lors de la finale. Après avoir éliminé Français et Tchèques, Uruguayens et Argentins s'affrontent, honneur national en bandoulière. Le stade était cerné par tous ceux qui n'avaient pas pu entrer. Il y avait beaucoup de policiers. C'était une atmosphère de guerre, la guerre sportive, la guerre du football. Ça a été terrible, un combat acharné. Ce match a été une bataille. À la mi-temps, on perdait 2-1. Les Argentins croyaient avoir gagné la coupe. En seconde mi-temps, l'Uruguay revient en force, marque 3 buts et remporte la première Coupe du Monde de l'histoire. L'enthousiasme était général. Les hommes, les femmes et les enfants sont sortis en foule du stade dans les rues. Toute la nuit, ils ont célébré l'événement. Des générations d'Uruguayens se souviendront de ce moment d'euphorie nationale. Rien d'étonnant à ce que des régimes totalitaires essaient systématiquement d'exploiter le sport pour leur prestige, les besoins de la propagande et l'encadrement des masses. L'Union soviétique a décidé de boycotter les compétitions réactionnaires que sont les Jeux olympiques et le mondial de football. Cela n'empêche pas Staline de faire grand usage du sport. Les athlètes sont le produit idéalisé de la société soviétique. Ils portent en eux la force du régime et symbolisent la cohésion des républiques socialistes. Dans l'Italie fasciste, Mussolini dote le sport de larges moyens avec les mêmes objectifs. Le Foro Olimpico, stade de 20 000 places, inauguré pour le 10e anniversaire de la conquête du pouvoir, est décoré de statues d'athlètes qui associent fascisme et gloire de l'Antiquité. Les sportifs italiens doivent illustrer l'excellence du régime, de sa force éducative. Les footballeurs transalpins comblent les vœux de Mussolini en remportant les Coupes du Monde de 1934 et 1938. Mais personne mieux qu'Hitler n'a tiré parti du sport à des fins politiques et idéologiques. Il avait écrit dans Mein Kampf « Il suffit de faire de 6 millions d'Allemands des athlètes et en moins de 2 ans, nous aurons donné une armée au pays. » Tous les records de popularité sont battus par le boxeur poids lourd Max Schmeling. Schmeling lui-même ne s'intéresse guère à la politique. Les nazis, eux, estiment qu'il déconsidère la race blanche en acceptant de combattre avec le champion américain de sa catégorie, Joe Louis. La réussite de Joe Louis avait beaucoup contribué à diminuer les préjugés raciaux dans la boxe. En 1936, il a déjà battu tous ses rivaux, à l'exception de Schmeling. Il avait un talent, c'était sensationnel. Il portait les espoirs de tout un tas de gens.
La portée du combat entre les deux hommes dépasse largement les enjeux sportifs. And they're still out there in the center of the ring, Snelling backing away cautiously, waiting for some opening that he wants. And Snelling got over and high, and Lewis's jaw that made Lewis rock his head. Snelling has sent Lewis down. No, Lewis is down. Over that 12 rounds that the fight lasted. En 12 rounds, il a reçu 60 droites. Lewis is down, hanging to the rope, hanging badly. The fight is over. The fight is over. And Snelling is the winner. Ça a été un des jours les plus tristes pour le pays. C'était comme si un grand président était mort. Les gens ne pouvaient pas y croire. Ils n'y croyaient pas. Le retour de Max Schmeling en Allemagne est triomphal. Homeward to Hindenburg, Max Schmeling, and this address of welcome hails him in the name of the German people. Deutschen Volkes in Amerika gekämpft haben. Les nazis le tiennent maintenant pour un des leurs. Cette naissance d'un nouveau héros allemand est pour eux un cadeau de la Providence. La suite sera le résultat d'un calcul prémédité. À l'été 1936, les athlètes de nombreux pays convergent vers Berlin pour la 11e Olympiade. Cette fois, on est loin de l'improvisation distinguée de Londres 30 ans plus tôt. Guy Lapébie est sélectionné dans l'équipe de France de cyclisme. Nous étions habillés par la France, quoi, hein, avec les pantalons blancs, veste bleue, le coq, tout ça, c'était fabuleux. Les athlètes sont les acteurs d'une pièce qui n'est écrite ni par eux, ni pour eux. Robert Mitchell faisait partie de l'équipe britannique de water-polo. On nous conduisit directement au village olympique. C'était un très beau village en pleine forêt et nous étions tous très impressionnés. On essayait de faire croire aux Allemands que non, mais je crois qu'on était impressionnés. La sprinteuse américaine Helen Stephens est la fille d'un fermier du Missouri. C'était quand même un choc quand on arrivait d'Amérique, en pleine dépression. Aller là-bas en Allemagne et voir qu'ils avaient l'air de bien vivre. Et pourtant, c'était un État policier. Il y avait des soldats partout. German highboard champs display their talent, which looks okey-doke, but hold everything. The army is muscled in with full pack and steel helmets. How cute. Is this a raid, or is he a Marine? Le cérémonial de l'ouverture des Jeux est minutieusement réglé afin de célébrer la gloire du Troisième Reich. Ce jour de l'inauguration, dans ce stade de 100 000 places, il y a donc eu le rassemblement de tous les athlètes avec la bénédiction de tous les drapeaux. On était passé devant la tribune officielle où il y avait Adolf Hitler. Le flambeau, venu d'Olympie en Grèce, approche du stade. Son arrivée doit constituer le point d'orgue de la cérémonie. Fritz Schilgen, alors âgé de 20 ans, a été choisi pour être le dernier porteur de la flamme. Dans l'esprit des organisateurs, il symbolise à la fois l'esprit olympique et l'arien idéal. Son physique, qui correspond au canon de l'esthétique nazie, n'est pas pour rien dans cette désignation. Tout était fait pour que la cérémonie soit la plus efficace possible.
Naturellement, en 1936, je n'avais pas été choisi seulement pour ma foulée. En haut d'un grand escalier monumental, on a vu arriver un athlète, un bel athlète, très bronzé, blond. Il est passé au milieu de nous en courant et il a remonté toutes les marches du côté opposé et là il a allumé. C'était fabuleux. Le dirigeable Hindenburg est passé à très très bas. Puis il y a eu ce lâcher de pigeons. Voilà, ça y est, les jeux étaient ouverts. Pour nous, jeunes gars comme ça, c'était quelque chose de terrible, quoi. J'en ai gardé un souvenir inoubliable. Ça a marqué notre jeunesse. 1936 était sans l'ombre d'un doute une occasion de se montrer. Ça dévoilait aussi ce qu'il y avait derrière. La façon unique ou supposée telle de penser. Je crois que très peu de sportifs se rendaient compte de tout cela. Guy Lapébie obtient une médaille d'or en poursuite individuelle. Quand il y a 100 000 personnes et puis qu'on vous appelle et que le drapeau français monte avec la Marseillaise, ben, ça remue un peu les tripes, quoi. Enfin, c'est normal, hein, Lapébie, France, papam. Pour les dirigeants allemands, toute médaille obtenue par un de leurs compatriotes justifie les investissements entrepris pour accueillir les Jeux et confère au régime une respectabilité internationale. Les athlètes allemands comptent comme autant de soldats dans la bataille de la propagande. Le nationalisme est dans l'air et aussi dans l'eau. Au water-polo, quand un match allait commencer, certains pays s'alignaient, surtout quand Hitler était présent. Les équipes s'alignaient devant Hitler et faisaient le salut nazi dans l'eau. Toute l'équipe. Nous, on restait avachis, près des buts, à l'autre bout, en essayant de prendre l'air le plus détaché du monde. L'équipe britannique de water-polo ne menace guère le scénario des nazis. Il en va autrement des athlètes noirs américains qui trustent les médailles en course et en concours. Au premier chef, Jesse Owens, qui remporte à lui seul 4 médailles d'or. The competition was grand, and we're very glad to come out on top. Thank you very kindly. Le succès des athlètes noirs est dur à encaisser pour les nazis. Hitler refuse même de féliciter Owens, ce qui a pour conséquence d'amoindrir les effets propagandistes des Jeux en Amérique. Mais la victoire d'une Américaine blanche pose moins de problèmes à Hitler. Il se conduit d'ailleurs d'une manière fort différente. In the ladies' 100-meter final, a glimpse of America's Helen Stevens, who developed her speed chasing rabbits on a Missouri farm. And here you see her winging her way to a new universal mark of 11 5/10 seconds, while the greatest crowd in Olympic history salutes another member of the Star-Spangled Brigade of gold medal champions. Après la victoire d'Helen Stephens, Hitler l'invite dans sa loge. Je me suis dit que Hitler allait me faire tuer. Je voyais des chemises brunes venir vers moi et essayer leur lugère, puis les remettre dans leur austère. Il faisait les 100 pas dans la pièce, et puis Hitler arrive avec un interprète et me fait un salut bâclé. Je ne lui ai pas répondu, je lui ai serré la main, comme dans le Missouri, en serrant très fort. Et il a mal compris. Il s'est tout de suite mis à me serrer dans ses bras, à me pincer, à me serrer comme s'il voulait voir si j'existais vraiment. Il m'a proposé d'aller pour le week-end avec lui à Berchtesgaden, sa maison à la montagne. Helen Stephens décline l'invitation.
Puis il m'a souhaité bonne chance et il est parti. Sur le moment, l'Allemagne tire le plus grand profit de la confusion entre idéologie nationale-socialiste et spectacle de l'Olympiade. Robert Mitchell se rappelle combien il était difficile de résister à la fascination suscitée par la mise en scène de la cérémonie de clôture. Les lumières déclinèrent, la flamme s'éteignit et ce fut le silence, l'obscurité complète. C'était vraiment très impressionnant. Et ils se sont mis à crier « Sieg Heil ». Il y avait 100 000 personnes qui criaient « Sieg Heil, Sieg Heil ». Et j'ai littéralement mis mes mains dans mes poches pour ne pas me laisser hypnotiser et ne pas en faire autant. C'était complètement hypnotique. Deux ans plus tard, en juin 1938, a lieu la revanche entre Joe Louis et Max Schmeling. Tout ce qui a contribué à la révolution du sport, l'argent, le nationalisme, la publicité et la propagande convergent sur l'événement. Le titre mondial est en jeu. C'est l'occasion pour Joe Louis de réparer le seul échec de sa carrière professionnelle. Les enjeux du match sont encore une fois bien au-delà du ring. Hitler s'est déjà engagé sur la route de la guerre et Schmeling apparaît comme l'incarnation de la menace nazie. Quant à Joe Louis, peu importe désormais qu'il soit noir ou blanc, il est avant tout américain. C'était un sentiment nouveau, formidable. Il représentait l'Amérique. L'Amérique tout entière. Des millions d'auditeurs sont suspendus à la retransmission du drame qui se joue à New York. Ladies and gentlemen, here is the biggest show on earth. Joe Louis, the world's heavyweight champion, versus Max Schmeling, Germany's contender. Broadcast by Buick, direct from the ringside of the Yankee Stadium, New York City. The commentators, Clem McCarthy and Ed Torgerson. We give you now Clem McCarthy. And she's about to start with this Yankee Stadium packed to the doors. There isn't an empty seat, and they're ready with the bell just about to ring. And there we are. Joe Louis is in the center of the ring. Max going around him. Joe Louis left kick with two straight lefts to the chin. Both of them right got as the men clinch, and Louis missed with a left swing, but in close, got up a hard right overcut, and a right to the jaw. And again, a right to the body, a left hook, a right to the head, a left to the head, a right. Schmeling is going down. But he held to his feet, held to the rope. Donovan is watching carefully. Louis measured him right to the body, a left hook to the jaw, and Schmeling is down. The count is 5, 6, 7, 8. The fight is over on a technical knockout. Max Schmeling is beaten in one round. The first time that a world heavyweight championship. L'affrontement entre Joe Louis et Max Schmeling n'est pourtant pas terminé. Il leur reste encore un autre chapitre à écrire. En 1942, le gouvernement américain utilisera le nom de Joe Louis dans sa propagande pour l'effort de guerre. That husky young Negro is the heavyweight boxing champion of the world, Joe Louis, the boy who beat Max Schmeling. The Army can use that fighting spirit, and Joe Louis is now a corporal of cavalry, somewhere in the West. L'Allemagne leur avait montré l'exemple avec Max Schmeling. Max Schmeling, Deutschlands populärster Boxer und ehemaliger Weltmeister, hat sich freiwillig zu den Fallschirmjägern gemeldet. Er steht in der Front seiner jungen Kameraden, die hier zu Fallschirmjägern ausgebildet werden.
Sitôt la guerre finie, le sport reprend ses droits et sa place dans la vie quotidienne partout dans le monde. Parce qu'il procure les plus fortes émotions collectives et qu'il sert les intérêts des uns, mais pour le plaisir de tous.